Bonjour, bienvenue à cette expérience. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier d'être là. Merci Alain, merci d'avoir créé ce safe space-là. Moi, je tripe dans cet espace-là. J'aimerais vous demander la permission, si ça ne vous gêne pas, d'enregistrer mon expérience. J'ai toujours pas trouvé mon ou ma superviseur. Si je dis des choses qui ont un petit peu d'allure, peut-être que ça va m'aider à me trouver un superviseur. Good, merci. Donc, qu'est-ce que nous allons explorer aujourd'hui? J'ai intitulé ça Neurosciences des coïncidences, mais essentiellement la question que j'aimerais approfondir d'une façon scientifique, mais toujours avec une petite curve artistique. Moi, j'essaie de danser entre les deux, entre l'art et la science. Donc, la question que j'ai envie d'explorer, écoutez, je tourne autour de cette question-là depuis 20 ans. Donc, la question des coïncidences, les hasards nécessaires, les synchronicités. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à ça. Puis là, j'ai envie de me confronter à cette notion-là, parce que c'est pas une notion qui est facile. C'est une notion qui a été récupérée, la synchronicité, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'expression les vendeurs de bagnoles dans notre cours de stats. Il y a beaucoup de vendeurs de bagnoles dans cette affaire-là. Donc, on va essayer de démarquer les vendeurs de bagnoles de la science. Ce qui fait que je vais avoir besoin de vous. Moi, j'aimerais ça, travailler en équipe. Puis, ce que j'aimerais, c'est d'abord diviser l'espace en deux. J'aimerais ça que vous choisissez une couleur en bleu puis rouge, mais vous ne me dites pas quelle couleur que vous choisissez. Il y a combien de couleurs qui sont prêtes? 4. Il y en a 4, OK. Donc, choisissez une couleur bleu ou rouge. Puis, je vais revenir avec à la fin avec ça. OK, good. Donc, la question que j'ai envie d'explorer, comment optimiser le besoin de sens en utilisant les coïncidences chargées de sens? Ce que Jung a appelé les synchronicités. Les coïncidences, on en a tout le temps, on en a régulièrement. Mais celles qui sont chargées de sens, celles qui vont transformer quelque chose, celles qui vont apporter quelque chose de nouveau dans notre cerveau qui est habitué de prévoir. Notre cerveau, en ce moment, là, j'ai préparé mon exposé. J'espère que ça va bien se passer. Mon cerveau, en ce moment, il essaye je danse entre l'ordre et le chaos en ce moment. J'ai prévu une conférence, mais c'est probablement pas celle que j'ai prévue qui va arriver. Fait que j'ai à danser entre l'ordre et le chaos. Puis c'est un peu comme ça que j'appelle le besoin de sens. C'est-à-dire le besoin de sens, on est régulièrement en train d'ordonner le monde dans un sens qui nous est propre, en relation avec du sens qui a de l'air sale, des fois, le sens des autres. On essaie de cultiver notre propre sens en relation avec le sens des autres. Donc, on va explorer cette question-là. Je me suis fait une belle petite mind map qui ne fonctionne pas. Bon. L'imprévu. OK. On va y arriver, ouais. OK. Fait que donc, le plan que j'ai prévu, que probablement que je ne suivrai pas à la lettre, on va se demander, dans un premier temps, c'est pas là. Je l'ai rajouté cette nuit. C'est quoi le hasard? On va essayer de regarder, on va essayer de plonger. Là, c'est quoi cette affaire-là, le hasard? Puis après avoir débroussaillé un peu cette question-là, on va se demander au niveau des neurosciences. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup aimé le cours qu'on a suivi. Fait que j'ai essayé de brancher des affaires là-dedans. Fait qu'on va aller du côté Mark Sons. Moi, cet été, j'étais à Cape Cod. Puis l'article que je vous ai envoyé là, de Mark Sons, ça a complètement... Tu sais, cette idée que la conscience, la job de la conscience, c'est de réduire le plus possible l'imprévu. Là. Ça, moi, ça a tilté quelque chose dans mon esprit. Comment le cerveau qui est habitué à réduire le plus possible le chaos, qui est habitué à réduire l'imprévu, comment on compose avec l'imprévu? Comment on deal avec l'imprévu puisqu'on est programmé pour l'éliminer le plus possible? Fait que Mark Sons, une référence intéressante. Panksepp, au niveau du seek system, on va essayer de voir seek and play system, voir s'il y a des choses à voir par rapport à ça. Principe d'énergie libre de Friston. On va se questionner sur le rôle de l'énergie. Puis là, c'est les neurosciences, mais on va faire des petites curves dans la science objective. Parce que la science objective, ces temps-ci, elle découvre des choses vraiment intéressantes. Mécanique quantique, là, des choses intéressantes qui se développent là-dedans. Puis on va essayer de se promener un peu là-dedans. On va regarder par rapport à la thérapie les trois chantiers de travail. C'est-à-dire la relation à soi, la libido qui est dirigée vers soi, la libido qui est dirigée vers les autres, puis comment dealer avec la force du désir, cette énergie du désir qui
Moi, je veux des affaires, puis des fois, la vie me propose d'autres affaires. C'est pour ça, par exemple, moi, la loi du secret, c'est pas une loi, la pseudo-loi, la loi d'attraction, pour moi, ça ne fait pas de sens. Tu sais, imaginez qu'on est dans un univers comme un Walmart où j'ai juste à passer mes commandes, puis ça m'arrive. Là, moi, ça, j'en marche pas là-dessus. Fait que, moi, j'ai du désir, puis la vie a aussi du désir. Comment composer avec cette danse-là? On va explorer ça. On va se promener chez Jung, évidemment. On va regarder au niveau de l'individuation, parce qu'une des hypothèses de travail, c'est que la synchronicité serait au service de l'individuation. L'individuation, on va le voir tout à l'heure. La synchronicité, c'est un principe qui sert le processus d'individuation. On va parler un petit peu des archétypes, parce qu'il y a des affaires qu'on a dit sur les archétypes, là, qui, des fois, un peu, les néo-jungiens disent des choses intéressantes au niveau des archétypes. Fait que voilà. Les critères pour reconnaître une synchronicité. On va avoir un regard un petit peu critique sur la synchronicité. Moi, j'ai choisi bleu-rouge. Je ne sais pas qui va être le plus critique ici, mais j'ai envie qu'on soit critique par rapport à ça. Puis la mise à jour du concept avec 3 livres qu'on va explorer. Puis le futur du concept. Fait que voilà. Ah, ça a fonctionné cette fois. C'est quoi le hasard? En statistique quantitative, on nous a dit c'est dû au hasard. Ça veut dire c'est-tu causé par le hasard? C'est quoi le hasard? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est hors de notre contrôle. Quelque chose qui arrive hors de notre contrôle. Okay. Quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Mais comme aucune loi, quelque chose. On ne calcule pas, on ne contrôle pas. Tout à fait. D'autres caractéristiques du hasard? Ça n'obéit à aucune règle. Ça semble obéir à aucune règle, effectivement. Ça nous apparaît comme quelque chose, on ne cache pas les règles, tout à fait. D'autres éléments du hasard? Pour autant, en même temps, dans les calculs probabilistiques, on les calcule le hasard. Hein? Donc, les probabilités, on peut entrer dans la danse des probabilités. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne ferai pas ma recherche en quantique. Hubert Reeves s'est intéressé à la synchronicité. Je l'ai mis en référence. Hubert Reeves a écrit un article sur la synchronicité dans un livre qui s'appelait La synchronicité, l'âme et la science. Un livre qui a été épargné par Michel Cazenave, qui était une sommité, malheureusement décédé. Hubert Reeves a critiqué Jung de son utilisation des statistiques, parce que Jung s'est intéressé, entre autres, à l'astrologie. Parce que des fois, ça prend des chires, hein? Mais bon. Jung a essayé de prouver que dans les chartes astrologiques, il peut y avoir des coïncidences dans les rencontres de certains couples. Hubert Reeves, il a dit non. Il a été très, très critique de cette approche-là. Donc, c'est intéressant de voir que notre Hubert Reeves national s'est quand même intéressé à la synchronicité. Il aime quand même beaucoup Jung. Il ne dit pas toujours, mais il aime bien. Qu'est-ce que le hasard? Moi, j'aime bien la définition de Cournot. Charles-Auguste Cournot. C'est un mathématicien du 18e siècle à peu près. Le hasard, c'est la rencontre de 2 ou plusieurs séries causales indépendantes. C'est 2 ou plusieurs affaires qui arrivent avec le chaîne de causalité propre. Comme par exemple, nous, notre Dream Team, j'aime bien les appeler Dream Team 42. Tu sais, maintenant qu'on est Dream Team 42, il y a du hasard qui fait que telle personne arrive à cette heure-là, toi tu arrives là. Non, c'est vrai qu'on est justement dans le terme. Fait que donc, hein, qu'est-ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés ici? On a chacun nos chaînes causales qui nous ont emmenés ici aujourd'hui, qui nous ont emmenés ici dans ce groupe-là. Fait que ça, c'est une part du hasard. Ça va-tu être du hasard nécessaire? Peut-être, peut-être pas. Dans la question du hasard, il y a 2 grandes écoles qui se battent, qui s'astinent depuis le début du monde, depuis que la science est science. Tu as la gang d'Einstein, puis tu as la gang des mecs quantiques. Pour Einstein, Dieu ne joue pas au dé. C'est clair. Pour lui, tout peut être expliqué, tout peut être mesuré, tout peut être vérifié. Puis, dans la perception d'Einstein, les propriétés sont attachées aux particules, les propriétés sont attachées aux phénomènes, les propriétés sont attachées au monde. Alors que pour les mecs quantiques, puis là on a Niels Bohr qui disait « Qui êtes-vous pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire ?» Moi j'aime bien la réflexion de Robert Lepage aussi dans une pièce de théâtre, parce qu'il y avait cette question-là. Dieu ne joue pas au dé, puis Robert Lepage avait un personnage trickster un peu, qui avait dit Dieu ne joue pas au dé, mais le diable oui. Le diable lui joue. Ben donc, il y a ce débat-là entre les Einsteiniens et les mecs quantiques. Pour la gang des mecs quantiques, les propriétés ne sont pas attachées aux particules. Quand tu vas le plus fondamental au tout, le plus petit là, à l'échelle de plantes, là,
Les propriétés ne sont pas attachées. Les propriétés émergent des interactions. C'est un principe interaction. C'est des interactions. J'aime bien ce que Carlo Rovelli, qui est vraiment un génie, va dire au niveau des événements. C'est-à-dire qu'il va dire le monde n'est pas fait de choses, le monde est fait d'événements. Donc, il y a des petits événements qui arrivent à des échelles quantiques, dans lesquels les propriétés émergent des particules et ne sont pas attachées aux particules. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié avec Alain Aspect. Je ne sais pas si vous avez suivi une nouvelle récemment, Alain Aspect, qui a gagné le prix Nobel de physique cette année. Alain Aspect, il a vérifié cette hypothèse-là en faveur des mecs quantiques, la gang des mecs quantiques, avec une expérience, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais de plus en plus, on découvre qu'au niveau quantique, les propriétés ne sont pas attachées, mais les propriétés, c'est comme des ponts. Comme par exemple, quand on dit une propriété, comme même le temps, c'est pas fondamental, c'est quelque chose qui s'attache aux événements. L'espace aussi. Il y a des affaires plus fondamentaux ou plus profondes. Mais là, on ne fera pas de physique quantique ici, mais pour vous donner à peu près une idée là, de ceux qui, justement, prouvent qu'on peut tout calculer, puis ceux qui disent qu'on ne peut pas tout calculer. Ça a été vérifié. Bon, Alain Aspect, il a vérifié, je ne sais pas si vous avez entendu parler du paradoxe EPR. Paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. C'est le phénomène qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire qu'une particule dans un certain lieu va réagir avec une autre particule qui est très très loin dans l'espace parce que l'information ne circule pas. Ce n'est pas de l'information qui part d'une particule à une autre. Les deux particules sont stimulées par l'intrication. On n'entre pas trop dans les détails là-dedans, mais c'est ce qui a été vérifié par Alain Aspect, prix Nobel de physique récemment. Fait que donc tout ça, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça arrive dans notre champ de psychologie, les ordinateurs quantiques. Puis là, encore là, il y a beaucoup de vendeurs de quand on utilise le mot quantique, là, vous écrivez un livre qui dit la médecine quantique, ça fait quantique, mais ça n'a plus de sens. Là. Mais il y a des choses intéressantes à aller voir. Là. Ce que nous disent les neurosciences au niveau de la gestion des émotions, moi j'aime bien voir, puis régulièrement en thérapie, j'utilise toujours cette métaphore, la job des émotions, c'est de donner l'information sur l'état des besoins. Comme en ce moment, j'ai un petit peu peur. Vous voyez, ça m'informe que j'ai un minimum besoin de sécurité en ce moment. Puis merci, vous accueillir. C'est pas nécessairement de l'amour que je veux, mais je pense que vous avez une certaine disponibilité pour ce que j'avance comme idée. Fait que ça, c'est un principe qui est à la base. Hein. Donc, le principe d'homéostasie, on essaie toujours d'être en équilibre, puis les émotions, ça nous dit si on est en équilibre ou pas. Mais c'est aussi comme ça dans les systèmes plus vastes. La météo, vous avez entendu parler de l'effet papillon. Il y a des systèmes à plus grande échelle qui nous donnent l'information sur justement des systèmes plus vastes. Et ce qui va être intéressant dans les prochaines années, c'est voir comment nos émotions, quand nos émotions entrent dans des réseaux, comme par exemple l'Internet, les tempêtes émotionnelles qu'on peut observer dans des réseaux comme Internet. Parce que là, les émotions se regroupent par bulles, puis vous voyez ce que ça fait à un moment donné, c'est comme des systèmes dépressionnaires, on a nos émotions à nous, mais on a aussi à dealer avec une atmosphère émotionnelle collective. On est composé avec ça. Donc l'effet papillon, on ne peut pas prédire les résultats justement. Les systèmes sont trop complexes, on ne peut pas mettre de la causalité là-dedans, c'est de là qu'émerge spontanément. OK. Ce que peuvent nous dire les neurosciences au niveau de la synchronicité, là, j'explore, on va à la recherche. Peut-être que ça a rapport avec le système de cycle, parce que là, je suis toujours en train de chercher. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose de nouveau. L'émotion de surprise, c'est intéressant. C'est quoi la job de la surprise? Vous dites, oh, il y a quelque chose d'intéressant ici. Si j'ai tendance à plus être réactif à tout et à rien faire entrer, c'est sûr que tout ce qui est nouveau, tant dans l'espace thérapeutique que dans l'espace partout, je vais toujours ramener ce que je vois à partir de ce que je connais. Si mon système il est plus ou moins mal fonctionné, je vais finalement toujours voir les choses que je veux voir. Comme de toute façon, quand on a un marteau dans les mains, on voit des pluies partout. Je vais toujours voir après les choses que je veux voir. Mais peut-être que la disponibilité, parce que moi, dans le fond, là, j'essaie d'explorer qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir jouer et utiliser la synchronicité dans l'espace thérapeutique. J'ai une patiente, à un moment donné, qui
qui voient, souvent les gens viennent me voir parce que j'écris les hasards nécessaires. Fait que moi, il faut toujours que je départage entre ceux qui viennent faire du tourisme et ceux qui viennent vraiment en thérapie. Mais c'est ça, à un moment donné, tu vois du sens partout. La job du psy, là-dedans, c'est de jouer avec le sens, puis que le sens ne soit pas au service des défenses. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, les gens qui voient du sens partout, à un moment donné, c'est extrêmement difficile. Puis on a une job à faire de départager quand elles sont en psychose ou quand elles sont en mode parallèle. Fait que donc, ces canapés, ça doit être en bonne shape pour jouer avec les synchronicités plutôt qu'à être joué par le non-sens, finalement. Donc, le rôle de l'émotion de surprise, peut-être sur le plan évolutif, la surprise, l'émotion de surprise a quelque chose à voir là-dedans. On se promène dans une forêt, on est habitué, puis là, il arrive quelque chose qu'on n'a pas prévu. Peut-être que l'émotion de surprise est importante pour nous amener quelque chose de nouveau qui est le chemin qui attire notre attention. Le rôle de la conscience, selon ça. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'a starté dans ma recherche. Selon ça, notre conscience aurait pour fonction de diminuer le chaos, le hasard et l'imprévu. Autrement dit, l'imprévu, ça coûte cher à l'énergie. Donc, on réduit ça au maximum, l'imprévu. Mais quand on réduit trop l'imprévu, on se rigidifie. Quand on est en mode peur, tout devient lourd. On parlait tantôt de la gravité. Quand on a peur, les choses deviennent... Fait qu'on réduit la complexité, puis les choses se figent, les choses... Mais c'est une chose en personnalité. Quand on est en mode peur, les choses se rigidifient, puis l'énergie est moins disponible pour la nouveauté. Donc ça, c'est tiré de l'article que je vous ai envoyé. Donc, en traditionnel, le cortex cérébral, surtout le cortex préfrontal, est considéré comme le siège des fonctions mentales supérieures. Song, il situe la conscience ici. Fait que c'est assez vieux comme affaire. Fait que peut-être qu'une des jobs de la conscience, c'est ça, c'est de réduire. Puis là, dans ce sens-là, il va un peu dans l'inverse de ce que Freud fait. Cet article-là critique un peu, justement, par rapport à certains aspects de Freud. La conscience est peut-être beaucoup plus inconsciente qu'on pense. C'est-à-dire, la job de la conscience, c'est de réduire le chaos, puis de s'organiser pour qu'on fonctionne dans un univers qui est à peu près ordonné. Fait qu'en ce moment, si ma conscience fonctionne bien, les choses sont en ordre, puis je peux bien m'adapter à la situation, mais c'est quelque chose qui est très, 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 très vieux, selon ça. Un autre principe semble de travailler avec Freestone, puis là je commence mes explorations, la notion d'énergie libre de Freestone. Et écoute, il y a des formules mathématiques à plus finir, je commence. Moi, je vais dire ce que je catch de ça, de l'énergie libre, c'est justement, la job de la conscience, c'est de réduire le plus possible l'énergie libre pour qu'elle soit disponible. Donc, de réduire le plus possible l'énergie. Et ça nous renvoie au principe de thermodynamique en science. Rappelez-vous, c'est quoi les principes de thermodynamique? Premier principe de thermodynamique? Je viens troisième? Mettons qu'on commence par les deux premiers. C'est quoi le premier? C'est le principe de la constance des volumes, de la changement des volumes sous pression. Pas tout à fait. Premier principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Que j'ai transformé artistiquement par rien ne se perd sans se créer, tout nous transforme. Autrement dit, ça qu'on se perd à quelque chose, on échange d'énergie. Comme dans ce moment, on se perd. On s'échange d'énergie. Mais cette énergie-là, on ne l'invente pas. Il n'y a pas de nouvelle énergie qui est créée. C'est le premier principe de thermodynamique. Tout se transforme. Deuxième principe de thermodynamique, le désordre augmente avec le passage du temps, que j'ai traduit artistiquement par ce que tu aimais avant sera toujours plus haut que tout ce que tu aimeras après. Ça, c'est le deuxième principe de thermodynamique qui est très, très important pour nous. Pourquoi qu'on ne peut jamais revenir dans le passé? Même si nous, on essaie en thérapie de revenir dans le passé, on ne peut pas le faire physiquement. On peut le faire en imagination, mais jamais physiquement. Parce que l'univers a commencé plus chaud dans le passé, puis le futur va toujours être plus froid, même si on a un réchauffement climatique artificiel en ce moment. Mais c'est un principe de thermodynamique. C'est ce qui explique le passage du temps. C'est ce qui fait qu'on a une flèche du temps, le temps va juste d'un bord. Ça va toujours être plus chaud dans le passé que le futur. Un matin, j'étais là devant mon bain chaud. C'est pas mal plus le fun d'embarquer dans un bain chaud que de sortir du bain chaud.
Quand on est arrivé ici, on était bien chaud dans le ventre de maman, puis on va finir bien frette. Je ne veux pas vous passer le punch, là, mais en moins de trouver quelque chose, là, notre histoire a commencé chose, on va finir frette. On va partir à soir, tu sais, mais... On va finir chaud. Ouais, on va finir chaud. Exact, c'est ça. Moi, j'appelle ça l'entropie du désir. Puis ça, je m'inspire de Spin. Connaissez-vous le Spinoza? Le Spinoza. Hein, Spinoza. Pour Spinoza, le désir, c'est l'essence. C'est le fuel. D'ailleurs, désir vient de désidérer étoile. Hein, c'est comme un peu une énergie qui est très, très forte. Puis, ce que Spinoza va dire, qui est quand même intéressant dans la recherche de sens, on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne. C'est pas parce que le iPhone, il va me dire qu'il peut faire telle affaire que je... C'est parce que nous le désirons que nous la trouvons bonne. Et ça, c'est une différence majeure. Les objets ne sont pas bons en soi. On revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est ma relation aux objets qui vont devenir bons quand ils répondent à ce que mon cerveau s'attend ou quand ils répondent à mon désir ou mon énergie. D'ailleurs, c'est ça la différence entre une surprise et un problème. Une surprise, c'est un problème qu'on souhaite. Un problème, c'est quelque chose qu'on ne désire pas. Fait que donc, Spinoza, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Sabina Spielrein. Est-ce que vous connaissez Sabina? La belle Sabina qui serait derrière le principe de mort, de la pulsion de mort. Freud a griffonné des affaires, mais c'est d'abord Sabina Spielrein qui a eu l'intuition de ça dans un texte qui s'appelle « La destruction comme cause du devenir ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article-là. C'est absolument génial, ça parle justement de l'énergie du désir. L'énergie du désir ou la libido qui a été le point de rupture entre Jung et Freud. Hein. Le chapitre, le sacrifice dans les métamorphoses de la libido, c'est ce qui a provoqué le split entre Jung et Freud. Mais entre les deux, il y avait Sabina Spielrein. Et ça, moi j'en parle plus dans les hasards nécessaires. Il y a des rencontres qui arrivent dans notre vie, puis ils nous font basculer dans un nouvel orbite, puis ils nous font basculer dans un nouvel univers. Jung, en rencontrant Sabina Spielrein, sa vie a complètement basculé. Je ne sais pas si vous avez vu The Dangerous Method de Cronenberg. Bon, il a fait sa version à lui. Mais il y a un film qui s'appelle L'âme en jeu, qui est beaucoup plus intéressant sur la relation entre Jung et Sabina Spielrein. Donc, il y a eu quelque chose dans cette rencontre-là. Ils se sont échangés des idées, puis bon, Jung découvrait la psychothérapie, ils se sont échangés des fluides un peu... bon, mais en tout cas, Sabina Spielrein, elle a un apport majeur pour la compréhension de la psyché. Ce que Sabina veut nous dire, le désir passionnel, c'est-à-dire la libido, comporte deux aspects, représente cette puissance qui embellit toute chose, mais qui peut aussi, en certaines circonstances, tout détruire. Donc, le désir danse entre la création et la destruction. Il y a toujours une danse qui se fait entre ordre et chaos. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de maîtriser cette pulsion du désir. Ça peut aller dans toutes les directions. Hier, on voulait organiser notre party, hein? Puis là, c'est sûr, moi je veux aller là, moi je veux aller là. Tu sais, puis là, finalement, on va aller au bruit. Bon, on a orienté le désir dans une direction. Notre fait, puis là, elle dit quelque chose de vraiment intéressant. Comment ça se fait qu'on ne s'intéresse pas plus au futur, juste en environnement? Comment c'est bon? C'est bien beau, là, écarteler le pouvoir du moment présent. C'est bien beau le moment présent. Mais, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas plus intéressé que ça dans le futur, selon Sabina Spielrein? Notre fécondité elle-même nous condamne à l'autodestruction par l'avènement d'une génération inaugure le déclin de la génération précédente. Nos descendants deviennent ainsi nos plus redoutables ennemis desquels nous ne viendrons jamais à bout, car ils nous survivront et finiront par ôter le pouvoir à nous-mêmes. C'est assez audacieux de dire ça, dans les années 20. Mais c'est tout à fait d'actualité, selon moi, pour comprendre comment ça qu'on n'investit pas plus de désir dans notre avenir. On est trapped, on est myope de l'avenir parce qu'on est habitué à s'organiser. Donc, d'où peut-être la synchronicité, on va y arriver. Bon, les trois chantiers, Gilles Delay, les trois chantiers dans lesquels on va essayer de porter attention aux synchronicités. Dans mon rapport à moi, c'est-à-dire comment je pilote mon désir. Puis moi, j'aime beaucoup ce que Gilles Delay va dire au niveau du désir de la libido. Ça a beaucoup à voir avec l'esthétique. Il y a quelque chose de cette énergie esthétique dans le désir qui est très intéressante. Mais être pilote de son désir, piloter son désir, être souverain de son désir, c'est extrêmement difficile dans nos sociétés aujourd'hui. Et ça va être un enjeu de la synchronicité.
Je pense que je veux telle chose, c'est pour ça que moi je suis allergique à la loi d'attraction puis l'univers comme un Walmart. C'est pas nécessairement juste ce que je désire, la vie aussi va me challenger. Donc, être pilote de son désir, c'est négocier avec le désir des autres. Le désir lancé vers soi, le chantier vers soi, la perception qu'on a de nous-mêmes. Il va y avoir des synchronicités, des coïncidences qui vont nous réaligner ou nous réajuster dans notre perception de nous-mêmes quand on risque d'être dans le champ. Puis notre rapport à l'autre. Les hasards nécessaires, ça concerne ça. Dans ce livre-là, j'ai exploré comment des rencontres avec des gens, avec des lieux, avec des films, avec des livres, viennent complètement réorganiser les choses. D'une façon poétique, les 3 mariages de David Whyte, c'est les 3 grands mariages. Avec soi, avec l'autre, puis avec le monde, avec sa vocation. OK, on arrive. On arrive. Et tu plus tard que tantôt? Et 25. Il était 25? Il me reste 15. Il me reste 15 minutes. OK. Donc, la synchronicité, une des pistes que j'explore, que j'ai envie d'explorer dans mon travail, dans ma recherche, c'est comment l'individuation est au service de la psychothérapie, bien sûr, mais aussi du processus que Jung appelle le processus d'individuation. C'est quoi le processus d'individuation? Gilles Vigneault, c'est le mieux que résumer c'est quoi. Depuis le début de l'univers, tout a été dit, mais pas par moi. C'est ça l'individuation. Moi, là, je pourrais écrire un paquet de livres, je pourrais faire un paquet d'affaires, mais comment, moi, mon centre de gravité, j'ai un centre de gravité, ma conscience, comment, moi, je vois les choses, comment, moi, je me positionne par rapport aux choses, c'est ça l'individuation. Et donc, il y a quelque chose qui travaillerait dans le but de faire en sorte que j'accouche de moi-même ou que j'exprime quelque chose de singulier dans un monde qui me contraint à être comme tout le monde, à être massifié. Fait que cette tension des opposés, donc est régulièrement dans les tensions d'opposés, entre il y a quelque chose d'unique qui veut s'exprimer, puis il y a quelque chose de collectif qui me dit qu'il faudrait que je fasse partie de telle gang, telle chose. Fait que l'individuation, c'est un processus qui compose avec ça. Quelque chose va être unique, puis quelque chose va être en sécurité dans un but. C'est là que ça revient au cerveau. Il y a une partie de moi dans mon cerveau qui protège ce que je connais, mais qui ne fait pas beaucoup de place à la nouveauté. Alors, comment je compose avec la nouveauté qui vient dedans de moi quand j'ai quelque chose de nouveau qui arrive en dedans? Puis moi, on me dit qu'il ne faut pas que... Fait que donc, j'ai à composer avec ça. La nouveauté qui veut émerger, puis faire partie de la sécurité, de faire partie de l'idéal, de faire partie d'un groupe. Les synchronicités, ce que j'ai observé, puis ça, c'est quelque chose que je veux vérifier dans cette recherche, c'est est-ce que c'est vrai que ça arrive dans des périodes de chaos, de transition de vie, quarantaine, aux approches de la mort? Ma mère est morte récemment en août, puis c'est fou le nombre de coïncidences qu'il y avait autour de ça. Mais ça, c'est personnel. Puis, j'en pas trop. Moi, ça m'ennuie à un moment donné de donner trop de détails sur les synchronicités. Mais c'est quelque chose que j'ai observé personnellement, puis je serais curieux d'aller voir ça. Est-ce qu'aux approches de la mort, les transitions de vie, c'est vrai qu'il y a plus de... L'individuation est au service des archétypes. Puis les archétypes, là, c'est pas quelque chose qui se transmet. C'est pas une image qui se transmet. Ça, c'est une des... C'est ça que... Jung n'était pas évident dans sa façon de définir les archétypes. Des fois, il dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment transmis. Des fois, il dit pas quelque chose... C'est pas clair. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, avec les nouvelles sciences, justement les sciences de la complexité, tout ça, on peut comparer les archétypes à un champ. C'est-à-dire, il y a comme un champ de gravité. Et les archétypes, c'est comme des points d'attraction qui influencent notre perception dans une certaine direction. Comme par exemple, la mère, l'archétype, c'est pas un moment où le père, c'est pas le Père Noël avec une barbe, mais c'est les principes qui sont derrière qu'on rencontre. Et c'est illustré par un flocon de neige. C'est-à-dire, les flocons de neige ont toujours 6 points. C'est-à-dire, on va avoir à rencontrer ça. Une mère ou un père, ou l'énergie de quelqu'un qui prend soin de nous, puis là, à ce moment-là, c'est là qu'on voit que les attachements, des fois, se font pas bien, des fois, ça fait des tempêtes de neige, des fois, ça en tout cas, peu importe. Mais donc, dans notre rapport au monde, on serait constitué d'un champ archétypé, qui parfois se tue, parfois s'allume à certains moments de nos vies. Et particulièrement dans les synchronicités, il y aurait l'émergence d'archétypes. C'est sûr qu'on pourrait faire un atelier complet sur les archétypes, mais je veux juste vous dire ça parce que ça va dans le sens de la neuroplasticité du cerveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas des structures qui nous arrivent. On a la possibilité, comme un flocon de neige, là, qu'est-ce qu'il dit à la nature? Toi, là, tu fais 6 points, après ça, tu me crèches la tête. Ben, il y a beaucoup de variations, mais il y a toujours 6 points. Fait que cette espèce de danse entre... On rencontre un certain ordre. Pardon? Pardon? Un certain ordre, mais non. C'est ça. C'est l'ordre et le chaos.
C'est la danse entre l'ordre et le chaos. Ça, Hubert Reeves en parle beaucoup aussi. Bon, ma proposition, synchronicité comme principe de régulation du besoin de sens. Le besoin de sens. On parlait tantôt que les émotions régulent les besoins. Le besoin de sens, c'est un besoin qui est évident à réguler. Parce que le besoin de sens, il est à la fois personnel, puis est collectif aussi. C'est ça qui n'est pas évident en ce moment. C'est bien beau de dire l'individualisme de masse, là. C'est bien beau de dire que tout le monde fait ses affaires son genre, mais ça devient de l'individualisme de masse. À un moment donné, ça fait plus de sens de juste s'occuper de ton sens à toi. Il y a peut-être d'autres sens qui est intéressant de s'occuper. L'exemple du scarabée va me permettre d'asseoir une définition. Je sais que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais si je veux opérationnaliser mon concept, c'est l'exemple de scarabée qui est le meilleur exemple. On imagine, on est sur le bord du lac de Zurich, Jung a une patiente qui est extrêmement rigide, extrêmement réticente au changement, qui analyse tout, qui est toujours en train de toujours organiser tout ce qui se passe dans sa vie. Donc elle fonctionne dans un mode très rationnel. À un certain moment, elle fait un rêve dans lequel elle reçoit un scarabée doré. Le lendemain à la séance, elle rapporte le rêve à Jung. Jung aperçoit un scarabée qui se cogne à la fenêtre, ouvre la fenêtre, prend le scarabée, dépose le scarabée. Cet événement-là déstabilise la patiente occupée à fonctionner de façon très rigide. Et à partir de là, la thérapie débloque, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a tous les critères d'une coïncidence chargée de sens, une synchronicité qui est au service de l'individuation de cette patiente-là, mais pour laquelle la coïncidence, ça arrive en même temps. C'est cette affaire-là qui déclenche, c'est donc bien bizarre que c'est en même temps que je vous raconte ça. Maintenant, il faut être très prudent avec ça, parce que ça aurait pu être inversé. La patiente rêve d'un scarabée, c'est-à-dire la patiente voit un scarabée, puis le soir, elle rêve d'un scarabée. C'est plus la même affaire, là. C'est pas dans le game. Là. Ça arrive souvent qu'on va voir des choses qu'on va rêver. Donc, la séquence des événements, puis la simultanéité des événements va trigger quelque chose chez la patiente. Vézina 2001, les hasards nécessaires, c'est pas rigoureux pantoute, c'est aux éditions de l'homme, mais bon. Les 4 critères que j'ai essayé d'asseoir à partir de cet exemple-là pour dire, OK, quand est-ce qu'on reconnaît ça, une synchronicité? Causalité, causalité, c'est pas causal, c'est pas des liens de causalité, c'est de la causalité, puisque les nouvelles sciences, la complexité, les mécaniques quantiques nous disent, c'est par intrication. C'est pas de la causalité qui met les affaires ensemble, c'est quelque chose d'autre qui met les choses ensemble. Forte charge émotionnelle. Ouf, qu'est-ce qui se passe? Émotion de surprise, je suis déstabilisé. Je ne suis pas habitué de voir ça. Ça transforme quelque chose dans notre processus. Ça, c'est un critère important, puis moi, c'est celui-là que j'ai envie d'explorer plus. Comment le thérapeute peut aider à ce que la transformation se fasse dans le sens du patient, et non pas dans le sens de ses défenses, ou dans le sens de la gloire du psychothérapeute. Voilà. Se produit lors des crises et transitions de vie. Ça, c'est important de le mentionner. Les synchronicités ont plus tendance à se produire dans les entre-deux. Puis ça, là-dessus, là, Michel Cazenave a été très perspicace là-dessus. Pour que la psyché fasse appel à un symbole dans la réalité, il faut qu'il se passe quelque chose d'un peu fuckant dans nous autres, si vous me permettez. D'habitude, c'est le rêve qui fait ça. Michel Cazenave, lui, est assez critique de tout ça qui se met d'avoir du sens partout. Non, la psyché est en état de perturbation pour qu'il y ait ces événements-là, pour qu'il y ait nécessité de ces événements-là. OK. Critique du concept. Y a-tu toujours plus tard que tantôt? Il me reste 7 minutes. OK. Critique du concept. Pensée magique. Pseudo-loi d'attraction. Problème du marteau. Quand on a un marteau dans la main, on voit des coups partout. Et ça, vous allez en voir du monde qui arrive en thérapie. Ah, monsieur, je suis en relation avec une femme, j'ai cassé mon verre. Il y a un verre qui s'est cassé. Faut-tu qu'on casse la relation? Non. Il y en a qui pensent comme ça. C'est juste littéral. Casser un verre, c'est pas du tout de la pensée symbolique. Fait qu'il y en a qui voient du sens un peu partout, puis comme thérapeute, on a à délire avec ça. Donc, on a à mettre de la subtilité dans la recherche de sens pour que justement, le besoin de sens reste sain, qu'il reste en mouvement. Pathologie du sens, paranoïa, psychose. Ben, c'est ça. On se demande si la recherche de sens est au service de l'individuation ou des défenses. Et là, j'entre dans complotisme et rétrocausalité. Et selon moi, on parle beaucoup de cancel culture ces temps-ci. J'ai dit tantôt que le passage du temps, ça va toujours être plus chaud dans le passé qu'avant. Il y a tout un mouvement en ce moment. Puis bon, je ne veux pas nommer le nom, mais au début de notre session, on a parlé de quelqu'un qui s'est fait mettre à la porte de l'Université de Sherbrooke, je ne donnerai pas son nom,
Elle fait partie de ce mouvement-là, avec un pseudo-scientifique qui joue beaucoup sur le... C'est un vendeur de bagnole. Il joue beaucoup sur le cerveau du scientifique, mais ça n'a aucun fondement. Selon lui, c'est le futur qui cause. Fait que lui, il interprète les synchronicités comme dans le futur. Évidemment, quand il arrive un virus comme la COVID, les virus, c'est quelqu'un, dans le vaccin qu'on met pour les virus, il y a des gens qui mettent des petites machines. Fait que, lui, il réinterprète les choses d'une façon très paranoïaque. Et si on trouve ça, les gens qui s'intéressent à cette synchronicité vont mettre du sens comme ils veulent, parce que c'est de l'après-coup. Fait, en tout cas, je ne veux pas trop entrer dans les détails, moi, ça me... Mais il y a tout un mouvement en France, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais plus de conférences en Europe, parce que... Bon, c'est ça. Oui. Parce que moi, l'abus de pouvoir de quelqu'un qui met un cerveau, là, moi, ça fait 20 ans que j'utilise ça, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, j'essaye de... Moi, je pense qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Donc, attention à la pollution par le sang, par le thérapeute. Jung, quand il pogne le scarabée et il dépose ça sur la fenêtre, il est en position d'autorité avec sa patiente, là. Fait qu'il y a peut-être un effet d'hypnose qui se fait aussi. Tu sais, Jung, il pogne le scarabée, puis là, Jung va avoir des affaires. Le scarabée, c'est le symbole de transformation des Égyptiens. OK, oui, mais attention. Attention. Respectons le besoin de sens du patient. Là, j'ai tripé dans ma recherche de superviseur. J'en ai trouvé aux États-Unis, en fait, des gens qui s'intéressent à... Un que je suis tombé qui a l'air pas trop d'un vendeur de bagnole. Bernard Beckman, c'est un médecin. Donc, il a écrit ce livre-là, Meaningful Coincidence. Lui, il fait beaucoup la différence entre synchronicité et sérendipité. Vous avez entendu parler de la sérendipité? Sérendipité, c'est l'art de chercher, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas en ne cherchant pas ce qu'on trouve. C'est ça la sérendipité. L'art de trouver ce qu'on cherche qu'on ne cherche pas en ne cherchant pas ce qu'on trouve. Ça, c'est la sérendipité. Mais donc, il fait beaucoup de travail là-dessus. C'est un médecin. Puis lui, il a créé un questionnaire, les Weird Coincidences et tout ça. Ça se peut que j'aille faire un tour le voir. J'ai contacté la personne qui a écrit sa préface, puis j'ai fait un jeu avec elle. En tout cas, je vous le dirai tantôt. Mais lui, il a de la cool. Fait que c'est rassurant. Lui, Alpern, c'est un physicien. Et puis lui, il a eu la chance d'avoir son livre dans Nature, une critique dans Nature. C'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Lui, il fait des liens entre le principe d'intrication quantique, et les phénomènes de synchronicité. Il fait beaucoup de détours, mais c'est quelqu'un de solide, là, qui est intéressant à surveiller. Denis Le Bihan. Il n'a pas tout à fait rapport avec la synchronicité, mais ses recherches sont vraiment intéressantes. Denis Le Bihan, c'est un physicien et un médecin qui a travaillé beaucoup à la représentation de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, la résonance magnétique, mais pas en mettant des affaires dans le cerveau. C'est-à-dire, lui, il s'est intéressé au processus non invasif pour voir ce qui se passe dans le cerveau, comme par exemple dans les ACV, les zones qui sont mortes. Quand quelqu'un fait un ACV, il a trouvé des façons d'aller, parce que c'est un physicien et un médecin. Puis là, ces hypothèses ici sont vraiment intéressantes, mais ça sort complètement en tout cas du cadre. Mais je voulais quand même vous le mettre. Lui, il s'intéresse à ce que Einstein a appelé la constante cosmologique. Ça a un lien avec l'énergie noire. Je n'entre pas dans les détails ici. L'énergie noire n'a rien de noir, mais c'est une énergie transparente qui ferait en sorte que les choses accélèrent. C'est comme de l'antigravité. C'est un peu ce que je pourrais vous dire en ce moment, mais si ça vous intéresse, lui, il fait des recherches là-dessus. Puis lui, il regarde ce qui se passe dans le cerveau, que dans notre cerveau, le temps ne se passe pas de la même façon, parce que lui, il applique le principe de gravité dans les interactions du cerveau. C'est assez intéressant, mais c'est pas évident à suivre. Mais je voulais quand même le mettre parce qu'on est dans un cours de neurosciences, puis pour ça. Puis il y a une belle entrevue avec Étienne Klein qu'on peut aller voir. Futur du concept, il est toujours plus tard que tantôt. Il me reste 2 minutes. OK, on finit. Futur du concept, je vous parlais tantôt de celle qui a signé la préface du livre de Beckman. Je lui ai envoyé un courriel, puis je lui ai dit, je fais des recherches de synchronicité, je vous propose un jeu. Imaginez que vous avez découvert une source d'énergie incroyable qui met en relation les formes de vie. Elle est vraiment calée, cette femme-là. Fait que là, on a fait un jeu. Puis, je lui ai demandé, définissez-moi la symphonicité. Je repars ça sur un autre nom. Fait qu'on risque moins d'être dans la confusion. J'ai appelé ça la symphonicité, puis elle m'a donné une super belle définition. Puis moi, ça m'inspire.
La symphonicité, universal resonance between outside and inside, self and other, that vibrates like a musical tone. La symphonicité. Ça, je fais ça dans un espace de ludicité. Tu sais, quand on cherche des superviseurs, moi je vais avoir du fun de trouver mon superviseur. Ça pourra même pas être parce qu'il est aux États-Unis, mais il y a des choses de fun à faire. C'est ça. Elle a beaucoup travaillé sur la théorie du chaos, les fractales. Les fractales, j'en parle dans les hasards nécessaires, j'ai un chapitre sur la théorie du chaos dans les hasards nécessaires, ça vous dirait. C'est vraiment intéressant. Elle a travaillé avec Panksepp. Elle est vraiment cool. Terry Marks Tarlow, qui est aux États-Unis. Voilà. Façon simple, on a presque fini. Une minute. On m'a posé la question à un moment donné, M. Vézina, vous avez expliqué la synchronicité à un enfant, qu'est-ce que vous dites? Imaginez qu'à l'intérieur de nous, il y a une petite horloge qui est unique. Une petite horloge qui a un beat qui est unique. Quand on se mêle aux autres, quand on se mêle dans la société, notre petit beat, il a tendance à, des fois, se désynchroniser. Ben, la synchronicité, c'est comme une resynchronicité, une resynchronisation avec la musique de notre âme, le beat propre à chacun de nous. Et donc, soyons à l'écoute de ça. We are a way for the cosmos to know itself, Carl Sagan. Nous sommes les abeilles de l'univers, nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. Rilke. Merci. Questions? Commentaires? Les couleurs bleu et rouge. Ah, vous avez choisi bleu ou rouge au début? Tu as choisi bleu ou rouge au début? Bleu. Okay. Oh. Je ne sais pas, moi, je suis posé complètement par rapport à la question. Je ne sais pas encore quel sens ça va avoir. Mais c'est quoi ta question? Non, mais tu nous as dit de choisir une couleur. Alors je demande, est-ce qu'il y avait plus à cette histoire? Est-ce que tu reviens à... J'ai commencé en étant un petit peu wise, hein? Il y en avait deux autres couleurs. Autrement dit, je vous ai embarqué dans quelque chose. OK. Mais nous, on avait... Je l'ai dit tantôt, ceux qui surveillent si je suis un vendeur de bagnole avec vous. Il y a du vert ici aussi. Puis le vert, c'est la couleur de l'Université de Sherbrooke aussi. Fait que, peut-être, je ne sais pas pourquoi je vais poser cette question-là, je vais le savoir après. Mais je suis curieux. Tant que tu ouvres la question, je suis curieux. Combien de bleus? OK. Combien de rouges? Oh. Les latinos en plus. Tu vois, c'est ça. Quand je suis allé avec vous, j'ai posé une question au hasard. Je ne savais pas pourquoi j'avais. Mais c'est là que ça devient intéressant. Là, on pourrait faire des recherches sur ça. Ça serait ça qui serait cool. Pourquoi? Écoutez, on fait quelque chose. On fait des bandes de questions comme ça. Ça serait vraiment cool. Pourquoi 2 personnes ont choisi rouge puis le reste ont choisi bleu? On pourrait partir avec ça. Mais l'autre affaire, c'est qu'elle est arrivée en retard à s'asseoir-là. Okay. Je l'ai dit tout bas, si je choisis une couleur. Oh! On allait arriver à la fin, je n'aurais pas cette Il y a un couleur. effet ici. C'est pas cet effet-là, on ne sait pas. Parce que toutes ces bleus, nordiques, peut-être nordiques, en tout cas. Tu sais, on part dans le cliché, là. Mais c'est intéressant comme jeu. Oui, vas-y. C'est intéressant parce que tantôt, tu as dit quelque chose, puis tu nous as primé à éveiller notre désir qui avait un sens à cette question-là, qui initialement, tu as dit vraiment, en a pas encore. Ça n'a pas. C'est ça. Mais comment le thérapeute peut dire des affaires à son insu qui dans le fond, crée une expectative de sens pour le client? C'est là qu'on nage un petit peu avec l'hypnose. C'est là qu'à un moment donné, il y a peut-être un jeu à faire avec l'hypnose. Ça devrait peut-être un jeu à faire d'être prudent quand on induit du sens. De régulièrement revenir, régulièrement se questionner sur ce qu'on induit chez le patient. Donc, moi, je dirais de toujours rester curieux de ce qu'on projette sur notre patient. Parce que notre patient va nous lancer des affaires. C'est un champ. Le champ de thérapie, c'est un champ qui est vraiment mystérieux, dans lequel il peut se passer un paquet d'affaires comme ça. Fait que, je n'ai pas la réponse à ta question, mais l'idée, c'est d'être curieux, d'être conscient que quand on lance des questions, tu sais, on lance des questions, là, nous, on est des chercheurs, on va en lancer des questions, de prendre le temps de faire vibrer les questions, parce que la plupart du temps, on ne sait pas c'est quoi ces questions, on ne sait pas qu'il y a en dessous de ces questions-là.
Fait que d'être curieux des questions qu'on pose à notre patient, puis stimuler la curiosité tout le temps. Puis, qu'est-ce que tu fais de Camus? Parce que je trouve ça intéressant aussi, l'absurde. Il y a trois grandes angoisses. Il y a trois grandes angoisses. Il n'y a même pas de sens, puis d'accepter. Exact. Là, on est chez Winnicott. Accepter que parfois la vie n'a pas de sens. Oui. Puis ça, il faut tolérer ça. Parce qu'on est un contenant. Puis c'est ça qui est tough des fois. Il n'y en a pas de sens, madame, à ça. Il n'y en a pas. Puis dans les trois grandes angoisses, c'est quoi? C'est l'angoisse de l'absurde, l'angoisse de la solitude, l'angoisse de la mort. Ben, c'est un peu comme les trois grands enjeux qu'on disait tantôt, les trois grands mariages, avec soi, avec l'autre. Tu sais, si tu te sens seul avec toi, tu ne l'as pas longtemps, parce qu'au moment vivre avec toi, il faut le restant des jours. Fait que, ça, c'est un premier niveau. Ce qui t'arrive, si ça n'a pas de sens, ben, peut-être ta créativité, à un moment donné, ta curiosité. Puis la mort, ben, on va finir plus frais, puis on a commencé plus chaud. C'est plate, c'est comme ça. Fait que, pour répondre à la question, laisser vibrer le non-sens. Oui, c'est correct. C'est correct. C'est là-dessus que, en tout cas, si je fais ma recherche là-dessus, puis j'interviens auprès des psys, à un moment donné, on va s'asseoir, je vais dire, hey, le sens, à un moment donné, là. Rappelons-nous que la conscience, là, c'est pas mal ancien, là, c'est dans le. Fait que, tolérons le non-sens pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui va arriver. Le premier, c'est juste un élément que je retiens que si on est des psychologues en exercice, fait que quand on retourne chez nous, on prend ce qui se dit ici, c'est l'idée que la recherche de sens au service de la défense ou de l'individualisation. Tu sais, parce que. De l'individuation. C'est pas la même chose qu'individualisation. Individuation. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est à. Tu sais, souvent, on veut faire ça. Tu sais, on veut que ça fasse sens, que la vie fasse sens pour la personne et tout ça. Mais en même temps, je trouve ça fun de dire que, quelqu'un qui est en hyper-recherche de sens et tout ça, ça peut être une problématique. L'autre chose, je me demandais juste, tu sais, la synchronicité, pour moi, là, c'était quelque chose, tu sais, genre. Tout le monde à la table, je prends une gorgée de café, il y en a un autre qui prend une gorgée de café en même temps que moi, puis tout ça. Tout ce que tu as parlé aujourd'hui, on ne parlait pas de ça. À moins que les cafés soient empoisonnés. Non. Il y a quelque chose dans le café. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est ensemble, et tout ça, il y a comme des choses qui se reproduisent. Les quatre critères. Il y a une connexion, là. Les quatre critères. Là, on boit tout du café ensemble. Ça. Y a-t-il quelque chose de vraiment particulier dans ça? Ça change quelque chose dans notre vie? Tu sais, la notion de transformation est vraiment importante pour départager une coïncidence chargée de sens, synchronicité. Fait qu'il y a des coïncidences comme ça, il y en a un paquet. C'est la notion de chargée de sens. C'est le sens, puis c'est là. J'ai mis les références, si jamais ça vous intéresse. Oh, j'ai oublié. J'avais oublié là-dessus. Merry Christmas, c'est ça le secret de la formule d'Einstein. Et juste en vert, hein? Vert. Ouais. OK. C'est ça, dans ma bibliographie, j'ai écrit un article, il y a les hasards nécessaires, mais dans l'article que j'appelais l'espace d'un instant, c'est la première fois de ma vie qu'un de mes articles s'est retrouvé quelque part en 2020. Je parle de ça, c'est-à-dire la synchronicité comme mécanisme ou principe d'émergence de sens. C'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau qui émerge avec la synchronicité. C'est une façon dont la nouveauté arrive dans la psyché, qui n'est pas justement conventionnelle, parce qu'il y a une grande nécessité de sens à ce moment-là. Fait que des coïncidences, il peut en avoir un paquet, mais celles qui changent, celles qui sont vraiment chargées d'un nouveau sens, parce que le mot sens est intéressant, le mot sens c'est la sensation, mais c'est la direction aussi d'arriver vers. D'ailleurs, petite critique de le pseudo-scientifique qui utilise la synchronicité comme un GPS qui voit des petites machines dans les vaccins. C'est quelqu'un qui est complètement dénudé par les machines. Fait que lui, sa vision de la synchronicité, c'est un GPS. Fait qu'à un moment donné, pour moi, la recherche de sens, à un moment donné, il faut faire attention par les métaphores qu'on utilise. Mais donc, laisser le sens émerger comme une création, quelque chose d'inattendu. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Danser avec le chaos. Accepter l'inattendu, soyez curieux dans l'inattendu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le temps des fêtes. Puis pour le party à soir de jeudi, c'est plus tard que tantôt. Oui. Puis on est-tu rendu à la fin? On est-tu fait? Oui, on est.